Ce qui tombe des finances de l'État, c'est autre chose. Les sénateurs, hein? Oh, c'est pas si énorme que ça. Les sénateurs gabonais et les députés gabonais sont les moins bien payés de la sous-région. Déjà, je vous étonne en le disant. Vous voyez combien gagne un sénateur, un député équato-guinéen ou camerounais ou congolais? Nous sommes les moins bien payés de la sous-région. Donc, de l'argent quand même qui sort. Hein. Ces salaires des sénateurs pouvaient être économisés pour servir, pour être... Non. Je viens sur ce que vous dites. Dans d'autres priorités. Non. Si, justement, c'est des allégations qui ne sont pas fondées. Dites-moi. Je vous dis qu'au Gabon, moi je suis parlementaire depuis 16 mois, je suis moins bien payé que le député équato-guinéen, camerounais et congolais. Mais on dit partout, on raconte partout que les sénateurs coûtent cher. Non. Mais même s'ils ne coûtent pas vraiment cher que les autres députés, sénateurs, non, mais ça, c'est votre analyse. Ouais. Mais lorsqu'on a une situation financière telle que connaît le Gabon aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire de créer une institution qui forcément prendra de l'argent? On ne la crée pas, elle existe. Bonsoir à tous, nous recevons ce soir François Ndong Obiang, le premier vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. L'élection présidentielle est prévue pour le 12 avril prochain. Comment abordez-vous cette échéance? Comment vivez-vous les derniers instants de cette transition? Nous le vivons très bien parce que la transition se déroule très bien. Les délais sont tenus et d'ailleurs l'élection du 12 avril est, je dirais, avancée. Et nous pouvons penser que tout se passera très bien pour qu'on ait un président élu au 12 avril prochain, au premier tour. Justement, en parlant d'élections avancées, que répondez-vous à ceux qui considèrent que cette date est trop juste, trop précipitée, sachant que le chronogramme officiel envisageait des élections en août 2025? Oui, mais c'est écrit nulle part qu'on doit voter en août. Nous avons... C'était l'échéance. Oui, c'est l'échéance de la transition. Après qu'il y ait les élections présidentielles, il faudra passer aux élections législatives et locales. Peut-être que l'échéance de la transition elle-même dans l'établissement de tous les organes politiques du pays se passerait en août. On aura les élections législatives après les présidentielles. La date n'est pas fixée. On aura les élections locales. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait les coupler. Vous voyez qu'en août, on aura entièrement installé toutes les institutions. Mais certains partis politiques considèrent qu'ils sont un peu pris de court par cette annonce précipitée. Le 12 avril, c'est bientôt. Le code électoral a été adopté il n'y a pas longtemps, le 20 janvier, si je ne me trompe pas. Pourquoi une telle précipitation aujourd'hui? Qui veut aller loin ménage sa monture. Qui veut se présenter à la présidence de la République n'improvise rien, il se prépare depuis longtemps. Il y a eu un coup de libération en septembre 2023. Celui qui veut être président a bien compris que tout se passerait avant août ou au plus tard en août 2025. Nous sommes aux élections d'avril. Je pense que celui qui a la prétention doit être prêt maintenant. Votre Assemblée a adopté récemment le nouveau code électoral. Le processus a été jugé aussi là trop accéléré, trop précipité. Est-ce que vous, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez subi des pressions de la part de l'exécutif dans ce processus législatif? Non. Je vais saisir quel est le niveau et l'intemporalité de la précipitation. Les choses se passent normalement bien. On avait promis d'aller au code électoral après le référendum. Nous avons fait le référendum. Nous avons soumis aux voix le texte constitutionnel au peuple qui l'a voté, et brillamment voté. Bon, il fallait effectivement, après, selon le chronogramme, passer au vote du code électoral. Il n'y a pas de précipitation. Je ne sais pas ce que veulent les gens finalement. Mais est-ce que vous avez réellement débattu sur toutes ces dispositions? Est-ce que vous avez eu le temps d'examiner sincèrement Parce que vos députés aussi ont dit que ça faisait un peu chambre d'enregistrement de l'exécutif. Non. Ça vient de vous aussi. Non. Il y a 88 députés, il y a près de 70 sénateurs. Le Parlement, dans ces deux chambres, a eu le temps de bien analyser le texte. Et je peux vous dire que les amendements qui en sont sortis était retenu. Et le code a été aménagé à la version même des idées parlementaires. Donc je suis tout à fait à l'aise pour proclamer que c'est un texte qui a subi toutes les vérifications nécessaires. Et ce nouveau code permet désormais aux militaires, aux magistrats de briguer le suffrage universel à condition de se mettre en disponibilité avant de faire acte de candidature.
J'ai reçu ici à votre place Alain-Claude Bilibidze, l'ancien Premier ministre, qui disait que la place des militaires n'était pas à la présidence de la République, était plutôt dans les casernes, qui n'avaient pas le droit de se présenter. Est-ce que vous, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, cette disposition ne vous dérange pas de voir des militaires briguer la magistrature suprême aujourd'hui? C'est une hypocrisie et c'est une ignorance du droit. Le droit gabonais, le dispositif de droit gabonais, déjà sous Omar Bongo, prévoyait qu'un militaire peut faire de la politique, à condition qu'il se soustrait des statuts de l'armée. C'était écrit dans le statut des militaires. C'est Ali Bongo qui, en arrivant au pouvoir, a verrouillé ce statut. Peut-être il connaissait bien, il avait été ministre des armées, il connaissait bien pourquoi il pouvait interdire aux militaires de ne pas faire de la politique. Mais sous Omar Bongo, nous avons vécu cette disposition qui disait que les militaires, si un militaire veut faire de la politique, il se met en disponibilité. Donc il n'y a rien de nouveau sur le côté. Ça ne vous gêne pas, vous, en tant que démocrate, de voir éventuellement 2 généraux candidater à une élection présidentielle? Est-ce que vous ne craignez pas un scénario un peu type Soudan? Je ne crains rien parce que, je le répète, aucun militaire ne sera candidat. Ce sont les citoyens civils qui le seront. Aucun magistrat ne sera candidat dans son statut de magistrat ou dans son statut de militaire. C'est des citoyens gabonais. Et figurez-vous que nous sommes rentrés depuis le coup de la libération dans une logique d'inclusivité. Et ce pays ne compte que 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, les ressources humaines sont rares. Je pense qu'il faut pratiquer l'inclusivité, mais le militaire qui veut se présenter enlève sa robe, sa tenue de militaire ou sa robe de magistrat. C'est tout. S'il n'y avait pas eu le CTRI, est-ce que vous auriez cautionné cette idée-là de candidature des militaires, des magistrats? Mais je l'aurais cautionné parce que je suis de ceux qui ont écrit les anciens textes. Je faisais partie du comité consultatif de la fonction publique gabonaise. Nous savons très bien qu'Omar Bongo avait autorisé les militaires de faire de la politique, à condition de se mettre en disponibilité. Donc ça ne me surprend en rien. Parlant d'inclusivité, selon la charte de la transition, tous les membres de la transition n'ont pas la possibilité de se présenter à l'échéance présidentielle. Ça ne vous gêne pas, vous, de ne pas être candidat, sachant que celui-même qui préside la transition a la possibilité de l'être aujourd'hui? C'est pas un peu paradoxal? Le paradoxe n'est pas... Le paradoxe est peut-être dans l'émotion, mais ce n'est pas dans la réalité. Dans l'émotion, c'est-à-dire? Et puis, dans l'émotion, c'est parce que nous avons tous, en adhérant à la transition, nous avons tous su le contenu de la charte. Donc, le contenu de la charte a ces dispositions qu'il faille respecter. Et si le candidat dont vous parlez peut être candidat, mais il le sera face oui, au peuple. Lui, il a la possibilité d'être candidat, mais ce qui est assez étonnant, c'est que lui même qui préside cette transition peut être candidat, mais ceux qui l'accompagnent ne peuvent pas l'être. En principe, la logique aurait voulu que tous ceux qui ont exercé un pouvoir pendant la transition ne soient pas candidats. On est d'accord? Non. Parce que d'autres disent aussi on peut être arbitre et joueur aussi, c'est un peu ça. Mais d'autres peuvent dire aussi que chacun reconnaît les lois qu'il a acceptées. Nous savons tous qu'en rentrant dans le courant de la transition, nous avons accepté le contenu de la charte qui disposait que personne ne sera candidat en ayant occupé une haute fonction dans la transition. Donc vous êtes favorable à la candidature du général Oligui? Non, le général Oligui a le temps de se présenter. Moi, je ne suis pas celui qui dit avant la parole du général lui-même qu'il soit candidat, mais je dis, ce monsieur jouit d'un bénéfice. Ce n'est pas un secret, dans le Gabon, on sait très bien qui sera candidat. Ben oui, ce n'est que des spéculations. Attendons qu'il proclame sa candidature. Après, on verra qui sont ses soutiens. Moi, je m'étonne toujours de toutes les spéculations qu'il y a. Spéculation, on voit comment ça se présente aujourd'hui. Non, mais Oligui peut ne pas se présenter. Ah ouais? Mais oui. Qu'est-ce qui vous dit le contraire? Mais donnez le temps à Oligui d'annoncer sa candidature. Après, vous verrez ses soutiens. Mais vous êtes très à l'aise avec cette candidature, éventuellement? Mais moi, je circule. Je suis un parlementaire, je circule dans la nation. Je vois l'intérêt que porte mon peuple à ce monsieur. Je vois qu'il n'a pas de casserole sur son cursus. Je vois que c'est un Gabonais authentique. C'est quelqu'un qu'on ne va pas chercher l'acte de naissance pendant 3 jours, dont on connaît la scolarité, dont on peut voir le père et la mère. Il a tout ce potentiel qui permet de comprendre qu'il peut aller sereinement devant son peuple et recueillir des suffrages et même gagner cette élection. Quasiment. Moi, je le vois ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, il incarne la rupture du système Bongo? La rupture, il n'y a jamais de rupture. Il n'y a jamais.
Il n'y a jamais de rupture. La rupture, si on la veut brutale, tout le monde peut le faire, et puis c'est des massacres. Mais je pense qu'il faut passer d'une étape à une autre. Et il faut le faire, dans le cas du Gabon, avec modération et tempérance. Il n'est pas question de rentrer dans des... Moi, je le dis depuis longtemps, je le dis, et je l'ai dit en tant que président de Réagir, que je suis prêt à travailler avec un fils Bongo, à condition qu'il accepte l'idée de la réappropriation du Gabon. Je suis le premier à l'avoir dit. Donc, je suis cohérent dans ma logique. Je ne suis pas pour qu'on fasse de la stigmatisation des Gabonais. Si il y a des... C'est pas une question de stigmatisation, les Gabonais aussi veulent la rupture. Est-ce que le général Oligui aujourd'hui incarne cette rupture? Comme oui, vous regardez, oui, comme vous il incarne. Le général Oligui a entamé des chantiers. Nous ne les avons pas vus pendant 14-15 ans. Le général Oligui a commencé à refaire des routes. Nous n'avons pas vu ça depuis 15 ans. Il a accru la dette aussi. Hein. Oh, mais la dette, là, on peut en parler. Là, on y va. On peut en parler. La dette, il a accru ça de combien? Bah là, aujourd'hui, vous avez des problèmes sur les marchés financiers. Mais on les avait avant. Mais là, c'est pire. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas prouvé. Enfin, non, mais le PIB il a augmenté, là, il s'est dégradé là, à partir de 2023. Oui, mais il y a beaucoup plus de pression et de spéculation que de réalité. Le Gabon paye sa dette. Le Gabon a entrepris de résoudre sa dette intérieure. Le Gabon a satisfait à son personnel administratif, ce qu'on appelle les fonctionnaires. Nous avons donné un coup de pouce à une respiration sur la consommation des fonctionnaires. Je pense que si on s'est endetté pour ces raisons, c'est une dette. Mais aujourd'hui, la situation financière est dégradée. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est dégradée partout, cher ami. Elle est dégradée partout. Au Gabon particulièrement, vous avez du mal à aller chercher les sous sur les marchés? Non, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en exagération. C'est pas prouvé. Le Gabon peut aller sur le marché et recueillir les fonds. Mais maintenant, je vous le dis franchement, il y a des pressions de toutes sortes qui existent. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Rien n'est simple. Et donc, moi, je vous dis, nous payons nos dettes. Et celui qui paye ses dettes s'enrichit. Et ce qui est assez fort, c'est que le nouveau code permet augmente le nombre de sénateurs de 52 à 70. À quoi répond cette disposition? Comment vous avez pu voter une disposition qui augmente le train de vie de l'État dans cette situation financière que nous connaissons aujourd'hui? On n'a rien augmenté. C'était le nombre de sénateurs qui existait avant le coup de libération. C'est la transition qui a essayé de réduire ce nombre de sénateurs, mais nous revenons au nombre qui était là avant. Quand vous regardez aujourd'hui la situation financière du pays, est-ce que cette institution est nécessaire? C'est nécessaire. C'est pas ça qui plombe les finances de l'État. Ce qui plombe les finances de l'État, c'est autre chose. Les sénateurs, hein? Oh, c'est pas si énorme que ça. Les sénateurs gabonais et les députés gabonais sont les moins bien payés de la sous-région. Déjà, je vous étonne en le disant. Vous voyez combien gagne un sénateur, un député équato-guinéen ou camerounais ou congolais? Nous sommes les moins bien payés de la sous-région. C'est de l'argent quand même qui sort. Hein. Ces salaires des sénateurs pouvaient être économisés pour servir, pour être... Non. Je viens sur ce que vous dites. Dans d'autres priorités. Non. Si, justement, c'est des allégations qui ne sont pas fondées. Dites-moi. Je vous dis qu'au Gabon, moi je suis parlementaire depuis 16 mois, je suis moins bien payé que le député équato-guinéen, camerounais et congolais. Mais on dit partout, on raconte partout que les sénateurs coûtent cher. Non. Mais même s'ils ne coûtent pas vraiment cher que les autres députés, sénateurs, non, mais ça, c'est votre analyse. Ouais. Mais lorsqu'on a une situation financière telle que connaît le Gabon aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire de créer une institution qui forcément prendra de l'argent? On ne la crée pas, elle existe. L'institution du Sénat existe. Vous avez eu la possibilité de changer les choses. Ce n'est pas ça qui fait le problème du Gabon. Le problème du Gabon, c'est une bonne gouvernance des finances publiques. Si on a une gouvernance assez saine de nos finances, nous avançons. C'est aussi la réduction du train de vie de l'État. Le Sénat ne coûte pas grand-chose à l'État gabonais. Le Conseil économique et social ne coûte pas grand-chose à l'État gabonais. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est comment nous sommes capables de bien gérer nos finances publiques. Mais qui, M. Gabonais, qui dira peut-être que le salaire qui sera donné à ces 70 sénateurs pouvait servir à autre chose? Qu'est-ce que vous lui répondez concrètement aujourd'hui? Et ça servira à quoi? Il y a d'autres priorités dans le pays. Mais les priorités, on les connaît. Et on a des budgets pour cela. C'est pas la création d'un Sénat. Hein. Non, c'est pas la priorité des Gabonais, je ne pense pas. Mais lesquels d'ailleurs? Lesquels Gabonais? Les Gabonais qui raisonnent sous le coup de l'émotion. C'est des Gabonais quand même légitimes, même s'ils bien sûr, mais on peut en discuter. L'opportunité des institutions dans un État n'est pas une discussion de trottoir. C'est une discussion d'analyse politique. Et cette analyse politique, elle est profonde. On tient compte de nos réalités, de nos contingences. Et donc, nous avons un Sénat qui est là depuis
30 ans. On ne va pas le dissoudre comme ça parce qu'on proclame Urbi Orbi que ça coûte cher. Ça coûte cher, moi je vous dis, quand je regarde le budget du Sénat gabonais, ça ne coûte pas excessivement cher. Très bien. On va parler maintenant de votre famille politique, le parti Réagit. Comment il va? Il va bien, je suis le président du parti Réagir. Ah oui? Oui. Vous avez été exclu là, par un bureau il y a 3 mois. Sur quelle forme? Sur quelle forme et conditions? Ça, il parlait d'un tract, mais c'est une décision quand même du... Mais de qui? Du bureau de votre parti vous savez au moins qu'en droit, même quand il faut exclure quelqu'un, il faut l'entendre. Et vous avez nommé quelqu'un d'autre, je crois. J'ai nommé en octobre 2023 un vice-président intérimaire, à la personne de Guy Roger Aura. Et puis j'ai nommé récemment, il y a 2 mois, un autre vice-président en la personne de M. Sodondo Persis. Donc ça, conformément au statut. Qui a été interdit, enfin, qui a fait une demande devant le tribunal et qui a été débouté. Donc, en principe, vous n'avez pas accès au parti. Et on a vu tout récemment que vous avez dit... Non, mais c'est ça, c'est la décision qui est tombée. Je vous explique. Et ça a été expliqué dans un point de presse par M. Bruno Ndomitsa. Nous avons fait une demande, nous, pour cessation de troubles devant le juge, afin que nous puissions rentrer dans nos locaux. Cette demande, nous avons été déboutés, parce qu'une disposition des statuts dispose qu'avant d'aller en justice, il faille d'abord... C'est l'article 45 de vos statuts qui le dit. Il faille d'abord s'entendre. Ouais. Après, eux, ils ont attaqué pour nous faire expulser les locaux, parce que nous occupons actuellement les locaux du parti. Justement, vous n'avez pas le droit, si on se réfère à la décision à l'ordonnance du 11 décembre. Mais ils ont été déboutés. Et moi, j'occupe les locaux. Ils ont été déboutés par le juge. Le juge ne peut pas se déjuger en l'espace des mois. Mais que faites-vous de l'ordonnance du 11 décembre 2024, monsieur le président? Quelle ordonnance? Qui vous interdit de l'accès? Non, elle ne nous interdit pas. C'est fallacieux, elle ne nous interdit à rien. L'ordonnance nous dit, allez vous entendre. Moi, le juge, je n'ai pas à trancher cette histoire. Mais vous ne vous avez pas entendu alors? Mais vous n'avez pas entendu. Il n'y a pas de consensus, donc... Mais justement, on ne s'est pas entendu, mais j'attends qu'ils viennent pour qu'on s'entende. Pourquoi ils ne viennent pas? Vous avez entamé des démarches vers eux. Le juge a dit, je ne suis pas compétent pour trancher cette histoire. C'est pas que j'ai perdu, non, c'est différent. C'est différent. Et là, je prends ma casquette de juriste. Ça énerve les gens quand je dis ça, mais je prends ma casquette de juriste. Le juge a dit, je ne suis pas compétent, monsieur Dongobian, pour demander à ces personnes de faire cesser le trouble que vous demandez. Allez vous entendre. Alors, moi, j'ai pu gagner les locaux. Dans des conditions assez particulières quand même, vous êtes arrivé avec des... Non, ce jour-là, le jour où vous voyez la vidéo que vous observez, oui, où je suis devant le portail, je n'ai rien forcé. Mais on voit des gens cagoulés avec des chiens et compagnie. Non, du tout. C'est des images trafiquées. Ah ouais? Je suis venu... Repris par la presse gabonaise, hein? Mais, non, elle n'est pas sérieuse, la presse gabonaise? Non. Bah, c'est les articles qu'on a Non, je suis venu avec des militants, nous avons voulu entrer dans les locaux, ils étaient barricadés, il y avait des chiens à l'intérieur et des gardiens qui n'ouvraient pas. Nous avons essayé de négocier. Ils ont appelé la police. La police est venue pour nous demander qu'est-ce qu'on faisait là. Je me suis présenté, je suis le président du parti, je veux rentrer au siège du parti. La police a dit, bon, on va voir ça. La police est partie devant le portail. Elle a essayé de s'enquérir de la situation. Et puis, à un moment, vu le blocage, j'ai fait une déclaration. J'ai fait cette déclaration devant le portail du parti. Il n'a nullement été question de forcer le portail, de tempester et tout. Tout ça, c'est des idées erronées. Mais vos statuts disent qu'on ne peut pas être président d'une institution et aussi président à la fois du parti. Non, notre statut dit je ne peux pas être en gestion donc du vous parti. Vous êtes président statutaire, c'est l'expression Je ne suis pas défait de ma qualité de président, mais simplement je transfère la gestion à un président intérimaire. C'est ça l'esprit du parti, des statuts. Durant la campagne du référendum là, au constitutionnel, on vous a accusé d'avoir menacé certains de vos militants de voter oui et tout au cours d'une interview télévisée. Comment ça? Personne ne peut trouver cette interview. Oh, mais je sais, monsieur, je sais qui organise ce sabotage médiatique, mais personne ne peut trouver cette interview. J'ai été président du comité de gestion de l'élection à la plus grande province électorale du Gabon, l'Estuaire. Et l'Estuaire a bien voté, sans menace. C'est ça la réalité. Mais qui m'a vu menacer des militants pour aller voter le oui? Personne ne peut trouver cette vidéo. Personne, je vous défie. Vous la trouvez, vous me réinvitez dans quelques jours.
Et donc aujourd'hui, vous définissez comme le seul et unique président de Réagir. Je suis le président de Réagir jusqu'au prochain congrès. C'est les textes qui le disent. Il aura lieu quand? Il aura lieu en mars. J'ai été élu en mars 2022, pour 3 ans. Moi, c'est la légalité. C'est simplement la légalité. Moi, j'ai vu le camp adverse se targuer du statut de président provisoire. Je ne sais pas d'où sort le mot provisoire. Provisoire, ça sort d'où? C'est pas dans les statuts. Vous avez un président provisoire quelque part, dans une entité politique? Enfin, le président de transition, ça existe. Oui, mais provisoire, c'est quand même assez grossier. Parlant de la transition, que comptez-vous faire à l'issue de cette transition-là? À l'issue de quoi? À l'issue de la transition, après la présidentielle. Je ferai de la politique. J'y suis depuis 3 ans. C'est quoi quels sont vos projets? Mes projets, c'est de continuer à faire de la politique. Et ça, je veux la faire maintenant, parce que j'ai été introduit dans ces milieux il y a seulement 3 ans. Et à la demande de la diaspora, ici à Paris. La diaspora m'a fait venir en 2018. J'ai refusé leur offre. Ils m'ont fait revenir en 2020. J'ai accepté. Les jeunes de Paris m'ont demandé, Monsieur François Doumbia, on vous connaît, on veut que vous fassiez de la politique. Et je peux vous dire qu'Omar Bongo m'a proposé un poste de ministre à l'époque, que j'ai refusé. Voilà ma réalité de vie. Mon père a été ministre, mes frères, mes cousins ont été ministres, mes oncles maternels ont été premiers ministres. Voilà ma réalité politique. Mais je n'en faisais pas. Maintenant, je veux en faire pour apporter la pierre à l'édifice, ma pierre. Peut-être avec ma rigueur, peut-être avec mes défauts, peut-être avec mes faiblesses. Et votre style aussi? Et mon style, ouais, tout à fait naturel. On va parler un peu d'actualité internationale. Vous avez vu la vague de départ de l'armée française sur le continent africain, au Tchad, en Côte d'Ivoire et même au Sénégal bientôt. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée française a encore sa place au Gabon, selon vous? L'armée française est au Gabon sur les bases des conventions qui lient le Gabon à la France. Le moment viendra peut-être où les deux pays conviendraient d'un aménagement. Donc ils ne sont pas là en occupation totalement illégale ou forcée. Nous sommes dans un partenariat qui peut être aménagé à tout moment. Et le temps nous dira quand. Quelle est la place du Gabon dans la francophonie? Une belle place. Vous êtes fier d'être francophone aujourd'hui? Mais nous sommes le premier pays d'Afrique, de la francophonie, pas d'Afrique, de la francophonie qui a rejoint le Commonwealth. Non, qui parle français et qui ne parle que français. Et qui a rejoint le Commonwealth. Oh oui, mais qui a rejoint le Commonwealth sous les auspices de M. Ali Bongo. C'était une erreur, ça? Je ne veux pas qualifier ça. Vous avez compris la décision? Moi, pas beaucoup, personnellement. Déjà que je parle français, et peut-être pas bien, m'imposer une deuxième langue qui est l'anglais, c'est trop pour mon âge. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans les textes de loi, personne n'a été mettre que l'anglais était une langue nationale. Le français, dans la Constitution, est resté la seule langue nationale. Lorsque il était déchu, on a vu ce qu'on appelle les détresses en anglais. C'est son style à lui, et puis il a peut-être un bagou pour le monde anglo-saxon, et il va à l'orchestre de Londres, sa femme habite Londres. Bon, c'est des goûts personnels, mais ça ne veut pas dire que tout le pays s'y engage. Et donc le Gabon est fier d'être francophone aujourd'hui? Non, le Gabon est francophone, on ne va pas changer ses états par un coup de vent, nous parlons français. Nous avons une culture française que nous connaissons un peu bien, mais je vous dis, quand je suis président de la réappropriation du Gabon, je veux que les Gabonais se réapproprient leur identité, qu'ils parlent au moins une langue. Et d'ailleurs, j'étais de ceux qui ont dit le futur candidat de la présidence de la République doit parler une langue nationale. C'est pas incompatible, de toute façon, parler français. Bien sûr, c'est pas incompatible. Une dernière question de société. Alain Coulibaly disait que j'avais reçu ici, c'était dit ouvert à un référendum ou à une discussion éventuellement sur la dépénalisation de l'avortement. Est-ce que vous serez favorable aujourd'hui? Pour le Gabon, ce n'est pas un sujet d'actualité. Enfin, c'est un sujet... Nous sommes sous-peuplés. Nous avons une population minable, je vous le dis franchement. Donc, s'engager sur les débats de l'avortement, ce n'est pas une préoccupation gabonaise. Nous sommes, en superficie, la moitié de la France. Et nous sommes 2 millions. Nous faisons encore des parcours de 60 millions sans voir une seule âme. 60 millions en voiture, 60 km en voiture, sans rencontrer un seul individu. Ce n'est pas un pays qui souffre de surpeuplement. Donc, je pense qu'on a le temps. On a le temps d'en débattre. Au contraire, par contre, on peut engager le débat de l'éducation
sexuelle, on peut engager le débat de la maternité précoce. Et là, c'est des comportements, c'est des explications, c'est de l'éducation qu'il faut installer. Mais l'avortement, pour le Gabon, ce n'est pas un débat d'actualité. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci d'être passé sur mon plateau. Je vous souhaite un bon retour au Gabon. Merci. J'ai été heureux d'être à côté de vous. J'espère vous retrouver bientôt. Merci, je reviendrai volontiers. Merci beaucoup. Merci à Robert Kiko de Mec à la réalisation. Merci à Damel Seslin qui a permis cette interview. Portez-vous bien et à bientôt.